Blanchiment de capitaux, crimes économiques, financement du terrorisme, halte, ça suffit. Les députés de la 7e législature viennent de doter le Bénin d'un nouvel arsenal juridique renforcé pour combattre les enrichissements illicites. Quels seront les impacts de la mise en application de cette loi sur l'économie? Avec mes confrères, nous analyserons les contours de cet arsenal juridique. Et puis, les grossesses, elles se multiplient en milieu scolaire ces derniers temps et les menaces pèsent sur les enseignants auteurs. Il est aussi annoncé l'introduction prochaine de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires. Est-ce la solution pour éradiquer ce phénomène? Eh bien, nous en débattrons en dossier de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Wikeko que nous démarrons tout de suite par le mini-journal présenté par Estelle Espérance Ropazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Après la Belgique, l'Ouganda et la Chine, c'est au tour du Bénin d'abriter la 4e édition triannuelle de la conférence internationale sur le manioc. Experts en agriculture, agronomes et chercheurs du monde entier se sont réunis à Cotonou autour du thème « Transformation du manioc en Afrique ». Occasion de mettre en exergue les technologies sur cet aliment qui nourrit chaque jour environ 350 millions de personnes. Compte rendu, Rodrigue Babagbito. C'est l'aliment le moins cher que peuvent se procurer les populations riches et pauvres pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Le manioc, cultivé par 106 pays à travers le monde, avec 56% de la production mondiale en Afrique, reste une culture importante pour le continent. Le manioc, c'est la 4e plante la plus importante dans le monde et avant longtemps, ce sera peut-être la 3e plante la plus importante dans le monde. La production du manioc dans le monde augmente régulièrement et en fait pour les 25 dernières années, elle augmente plus vite que n'importe quelle production végétale et agricole dans le monde. Elle augmente simplement parce qu'il y a deux moteurs qui la poussent. Le premier, c'est que la population africaine va doubler entre maintenant et 2050. Et cette population a besoin d'être nourrie et le manioc est la nourriture la moins chère qui existe sur le marché. Contre le reste du monde, le continent asiatique, sud-américain, le moteur, c'est l'industrie pour faire des produits à base de manioc. On peut faire environ 200 produits différents à partir du manioc. Donc ces deux demandes dans le monde augmentent en fonction de la population et donc appellent à produire de plus en plus de manioc. Un appel qui nécessite des échanges d'informations sur les dernières technologies pour une bonne culture du manioc. Et c'est là toute l'importance de cette conférence internationale organisée par le Partenariat mondial pour le manioc GPC. Là, vous êtes aujourd'hui à la plus grande réunion du manioc qui existe dans le monde. Donc on va avoir ici 400 personnes qui viennent d'à peu près une soixantaine de pays dans le monde. Et on va parler du manioc depuis le laboratoire jusque dans l'assiette. Comment est-ce qu'on peut la développer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les moyens, enfin les choses qui bloquent le développement de cette chaîne de valorisation? Donc c'est un mélange entre la recherche, l'éducation, le développement et bien sûr les banques. Nous voulons contribuer à développer l'utilisation de cette culture pour que les producteurs, donc nos fermiers africains, puissent générer davantage de revenus à partir de cette culture, mais qu'aussi il y ait beaucoup d'entreprises, des petites et moyennes entreprises, des grandes industries qui utilisent cette culture comme matière première. Cette conférence est placée sous le thème « Transformation du manioc en Afrique » et les participants n'en sont que réjouis. Étant président des chaînes de valeur manioc chez moi, l'organisation des acteurs me paraît très très important parce qu'avec la recherche, il fallait que les producteurs mettent ça en place, il fallait que les transformateurs soient là pour transformer, mais il faut aussi la conservation. Tout cela demande la recherche. Alors c'est très, très, très important pour nous pour en avoir ce niveau d'échange au niveau africain avec les autres qui ont certaines expériences. L'organisation de cette conférence à Cotonou cadre avec le programme d'action du gouvernement béninois qui fait du manioc une filière prioritaire à promouvoir pour le développement de plusieurs régions du Bénin. Le Bénin est le 11e pays producteur de manioc en Afrique et le 5e pays consommateur.
La toile serait-elle devenue un marché? En tout cas, on y vend un peu de tout. Plusieurs entreprises y proposent leurs biens et services et elles disent mettre en pratique les principes du marketing digital. Pour en savoir davantage, Malini Thibozo a promené sa caméra dans certains stands. C'était à l'occasion de la journée 100% digitale. Suivez plutôt. Le monde devient de plus en plus digital. Près de 4000 personnes étaient connectées au Bénin en 2011. Des chiffres qui ont évolué vu le nombre de personnes utilisant des smartphones, même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis. Le Bénin est bien en marche vers l'évolution numérique avec l'apparition de nouveaux secteurs du numérique. Allier le digital au marketing en est la parfaite illustration avec cette journée du 100% digital. Quand on entend digital, on entend numérique, parfois on a l'impression que c'est des gros mots, ce n'est pas accessible, mais avec des initiatives pareilles, on les met à notre portée. Le digital, le numérique, c'est pour tous les âges. Ça facilite en fait la vie de tout le monde. Nous allons parler du marketing digital. Et le marketing digital, c'est forcément avec l'expertise numérique. Le marketing aujourd'hui est devenu une économie de captation. Seuls ceux qui arrivent à capter plus de monde pourront aller plus loin. Et pour avoir plus de monde, c'est le net. Tout le monde est sur le net. Tout le monde a des smartphones. Mais il ne faut pas aller sur le net pour aller sur le net. Il faut vraiment faire de ciblage. Il faut savoir par quelle technique rester sur cette grande toile pour pouvoir développer son activité. Développer son activité autour de la toile, Kevin Haïssi l'a bien compris. Il est un exposant à cette journée. AfriMalin, c'est un site d'e-commerce qui permet aux vendeurs et aux acheteurs de pouvoir vendre et acheter à prix malin. Donc aujourd'hui, si vous voulez un téléphone, vous voulez une montre, vous voulez plein de produits, vous pouvez aller sur la plateforme AfriMalin et vous pouvez commander vos produits. Mais également, nous avons une place de marché avec des grandes entreprises avec lesquelles nous signons des contrats et nous positionnons également leurs produits. Reconnu pour son efficacité, le marketing digital pourrait être un pas décisif pour le Bénin dans le développement avec le numérique. Et puis, le monde musical béninois est en deuil. Le concepteur, créateur du rythme Gogoron, la danse des fesses, a tiré sa révérence le 3 juin passé. Il laisse en héritage à tous les mélomanes une discographie à la cadence musicale typique de la région du Koufo. Ses confrères chanteurs se sont rendus à son domicile pour lui rendre hommage. Fallon Azinlo, Aliou Alaka. Il a marqué son époque en tant que créateur du gogoon, une musique qui prend sa source dans le mono. Darwe Doto n'est plus de ce monde. Il a rendu l'âme dans la nuit du dimanche 3 juin 2018 des suites d'une maladie. Auteur de plusieurs albums qui témoignent de son talent, l'artiste aurait eu une crise cardiaque qui le conduit à la clinique Biasso du Togo où il a expiré. Une énorme perte pour le monde artistique. Darwe Doto, c'est un monsieur qui se respecte beaucoup, qui aime vraiment ceux ou celles qui aiment travailler. Il est comme un papa pour nous, c'est pas un artiste, c'est un papa que moi j'ai beaucoup eu le temps de rester avec lui en toutes choses. Et même si j'ai des difficultés, je l'appelle et puis on se dit, on se parle entre père et fils et fille quoi. Pour soutenir sa famille, un groupe d'artistes s'est même mobilisé pour se rendre dans son village natal et présenter ses condoléances à la famille éplorée. C'est une personne qui se respecte beaucoup. Il a fait de son peuple une identité. Gogoron, même ça se joue en France, aux États-Unis, en boîte, un peu partout. Gogoron n'est plus un rythme qui a pris son début, non. Gogoron, c'est un rythme international. C'est une valeur vraiment qui est partie. Et notre patron Darwe Doto, le roi, Darwe Ekpo, dans notre langue Adja Ekpo, le lion, il est vraiment parti. C'est une valeur qui est partie. Darwe Doto, c'est un baobab, un monsieur sans façon, un monsieur qui aime rester là où il y a la paix. C'est un monsieur qui est trop resté au village, qui n'aime pas sortir. Mais moi, j'ai trouvé bon d'aller le voir et de dire, mais président, il faut que toi et moi, on fasse quelque chose pour montrer que c'est par rapport à toi que nous, on bouffe de l'argent. Parce que moi, je ne suis pas une créatrice de musique ni de danse.
Le gogong, qui veut dire la danse des fesses, est perçu à l'origine comme l'expression artistique, mais surtout identitaire, des peuples Adja depuis les années 90. Darwe Doto, de par sa brillante créativité, serait la source d'inspiration de la majorité des artistes du mono et du koufo. On va essayer de faire tout possible pour que ça reste dans la mémoire des gens, qu'on n'oublie pas ce rythme-là surtout. Sinon, il y a encore d'autres personnes qui sont en attente, c'est pas moi seule. Il y a Sena Noble, il y a Mako Musica, il y a Dalamos, il y a beaucoup. Donc, on va essayer de faire tout possible pour garder ce rythme-là avec nous. L'artiste ne meurt pas, dit-on. Darwe Doto n'est plus de ce monde, mais il a laissé un héritage dont sa promotion pourrait traverser les frontières béninoises. Les artistes engagés disent être prêts à continuer à exporter ce produit culturel, à la fois rythmique et dansant. Et paix à l'âme de l'artiste. Et c'est ici que prend fin le mini-journal. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Merci à vous Estelle Espérance Aurore-Pazou pour cette présentation paix à l'âme de l'artiste. Et comme on le dit, un artiste ne meurt jamais. Nous allons à présent, comme Estelle le disait, parcourir les journaux qui ont relayé l'actualité économique cette semaine. Il rapportait bien, Rodrigue Babagbeto se charge de la réalisation de cette revue de presse économique. Amis de la plume et du papier, bonjour. Du tour de l'actualité cette semaine, on retient que l'arsenal juridique est renforcé en ce qui concerne le blanchiment de capitaux. Très tôt, le matinal mentionne à sa une « Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme », une loi votée pour punir les auteurs. Selon le quotidien, ce texte de loi 2018-17, composé de 165 articles, est voté à l'unanimité des députés, met l'accent sur la lutte contre la corruption et surtout les fraudes transfrontalières. Mais pourquoi voter une telle loi ? Le quotidien du service public répond à cette interrogation, notifiant que la loi uniforme vise non seulement à prévenir et à réprimer également la prolifération des armes de destruction massive, mais aussi à faciliter les enquêtes et les poursuites irrelatives. La nation va plus loin, lançant un appel à la vigilance des banques. Tenez, au terme de l'article 32 de la dite loi, tout paiement égal ou supérieur à 50 millions ou toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à 10 millions doivent faire l'objet d'un examen particulier. Pendant ce temps, les organisations de la société civile plaident en faveur de l'installation de la Cour des comptes. Pour les OSC, l'inexistence d'une Cour des comptes affecte la gestion efficiente des deniers publics et décrédibilise le Bénin. Au cours d'une conférence de presse relayée par La Nation, les OSC affirment vouloir mettre un terme au conservatisme et aux résistances de mauvaises lois relatifs à l'institutionnalisation de la Cour des comptes. Cour des comptes indispensable dans la gestion des fonds publics, la SB2E n'attend pas sa mise sur pied pour renflouer ses caisses. La Société béninoise d'énergie électrique menace de passer de la procédure commerciale à celle pénale. C'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du quotidien national d'information. Les clients qui ne paient pas dans les délais les factures d'électricité sont désormais dans le collimateur de Laurent Tossou et ses collaborateurs qui ont 1/5 de leur chiffre d'affaires encore dehors. Pour le directeur général de la SB2E, jusqu'ici, les procédures commerciales sont utilisées pour obliger les clients à payer les factures. Mais malgré les moratoires, certains clients ne veulent pas rembourser leurs dettes. Désormais, l'article 11 du contrat qui lie la SB2E et ses clients sera bien appliqué. Un article détaillé dans les lignes du quotidien Bénin Intelligent et qui stipule entre autres qu'en cas de non-paiement de la facture dans les 5 jours, la SB2E pourra suspendre la fourniture de la distribution de l'énergie dans les 10 jours qui suivent la date limite du paiement des frais. L'autre quotidien, toujours dans le même sillage, rappelle que la mesure de recouvrement démarre le lundi 18 juin prochain et va être illimitée dans le temps. Le même journal se penche également sur les décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. Il titre à sa une « Décret d'application de la loi portant code des marchés, le gouvernement renforce les mécanismes anticorruption ».
D'après le Canard, 11 décrets d'application du Code des marchés publics en vigueur sont pris pour contribuer à l'amélioration du climat des affaires et à un meilleur assainissement des marchés publics, ce qui vient clarifier un secteur où suspicions et polémiques sont souvent nombreuses. S'intéressant aussi au Conseil hebdomadaire des ministres, l'Afrique en marche se penche plutôt sur la privatisation sur les campus universitaires. Le gouvernement veut confier les attributions du COUS au privé, titre le journal. Une décision que justifie le gouvernement par le fait que les services assurés par le COUS au profit des étudiants sont sans la qualité attendue. Les étudiants l'entendront-ils de cette oreille, s'interroge le quotidien. Selon Point Média, le gouvernement préfère être dans le rôle de gendarme derrière le privé. Le Canard se demande si à cette allure, au bout de 5 ans, tous les domaines de la vie ne seraient pas confiés aux prestataires privés. En attendant de le savoir, le matinal rappelle l'ultimatum donné aux utilisateurs des sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Après la sensibilisation, place à la répression, titre le journal. Le moratoire de 6 mois de sensibilisation s'achève en fin juin 2018. Une échéance proche, mais plusieurs commerçants et usagers des marchés ont encore du mal à concevoir la suppression des sachets plastiques non biodégradables. Une grande préoccupation, mais on se réjouit tout de même dans un autre registre de l'embellie financière de la filière coton. Best Info nous informe que près de 600 000 tonnes de coton sont récoltées pour le compte de la campagne cotonnière 2017-2018. Le Bénin, avec cette performance, est hissé au 3e rang en Afrique dans le domaine. Et ce sera tout pour la revue de presse de ce dimanche. Merci à tous. À très bientôt pour de nouvelles informations. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto, pour cette une assez fournie, cette revue assez fournie à dimanche prochain donc pour un autre numéro. Et dans un instant, ce sera le plateau de décryptage. Et comme je vous l'annonçais en titre, en introduction, nous allons débattre de cette nouvelle loi qui réprime désormais le blanchiment de capitaux et les enrichissements illicites. C'est juste après ceci. Moïse Dossoumo, bonjour. Bonjour, Roch. Vous êtes journaliste éditorialiste à Canal 3 Bénin. Merci d'être là. Merci de m'inviter. Armel Dossoukago, bonjour. Bonjour, Roch. Journaliste à BB24, chef de division documentaire et fiction. Journaliste à BB24, s'il vous plaît. Merci. Moïse Dossoumo, on en parlait, hein, le Parlement a voté un nouvel arsenal juridique pour, a-t-on dit, lutter contre les crimes économiques. Est-ce par défaut de tests de loi que la corruption, les détournements de deniers publics se sont accrus ces dernières années au Bénin? Non, je ne suis pas sûr, parce qu'au moins depuis 2011, on a la loi qui portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas défaut d'une loi que la corruption est en vogue dans notre pays. Maintenant, on parle d'arsenal juridique renforcé. Oui, la loi contre la corruption et autres infractions connexes, c'est une loi. Mais il fallait peut-être d'autres lois pour des infractions plus spécifiques. Vous voyez, même sur la table des députés, il y a une loi en préparation qui est contre le terrorisme. C'est une nouvelle forme d'infraction. Mais tant qu'il n'y a pas de disposition légale contre des types d'infractions, on a du mal à réprimer, on a du mal à sévir. Donc c'est déjà bien que tout au moins sur le plan législatif, que ces lois-là soient disponibles. Même si elles ne sont pas appliquées, même s'il faut beaucoup plus de volonté politique, beaucoup plus de l'engagement des acteurs, beaucoup plus de sincérité pour les applications. Tout au moins, il faut que ces lois existent déjà, c'est déjà un pas. Mais l'application, c'est une autre chose. D'accord. Mais quelles sont les nouveautés apportées à cette loi? La nouveauté ici, c'est qu'au moins la traçabilité des fonds sera plus ou moins assurée. N'oubliez pas que le blanchiment, c'est de la finance noire. En fait, c'est de l'argent sale que vous injectez dans un circuit légal. Comme son terme l'indique, c'est que vous avez de l'argent sale, de l'argent noir, que vous venez blanchir, vous venez rendre propre. C'est-à-dire l'argent issu peut-être de la prostitution, du trafic d'armes, de fraude fiscale. Vous le mettez dans le circuit légal en investissant dans des activités légales. C'est un peu comme les sociétés écrans que nous avons ça et là. Ici, maintenant, l'avantage, l'intérêt, c'est quoi? C'est que on ne va plus voir sur des comptes en main de certaines sociétés, mais de certaines personnes, des sommes faramineuses, que ces personnes ont du mal à justifier. Nos banques avaient du mal à demander, par exemple, à certaines personnes et à certaines sociétés, d'où est-ce que cet argent vient. Mais aujourd'hui, avec cette loi, si les banques le veulent, si elles veulent accompagner ce qui se fait, elles seront plus regardantes sur la provenance de certains fonds et les personnes seraient amenées à expliquer d'où cet argent vient. D'accord. Armel Dossoukago, à quoi doivent s'attendre désormais les Béninois? Parce qu'il paraît qu'avec cette nouvelle loi, cette nouvelle arsenal juridique renforcé, comme on l'a dit, c'est aujourd'hui la débandade totale dans le rang de certains citoyens béninois. Rien ne changera sous le soleil.
Vous estimez? Les hommes passent, les lois viennent, les lois passent, mais le Bénin reste le Bénin, rien ne changera sous le soleil. Il faut déjà voir au niveau de... Vous pensez que c'est une loi de plus? Qui sont ceux qui veulent appliquer la loi? Il faut déjà aller voir dans les rangs plutôt de ceux qui doivent faire appliquer la loi, si personne ne fait usage de ce genre de pratique. Lorsque vous voyez les fonctionnaires de l'État, puisque je suppose que c'est eux qui doivent appliquer la loi, vous les voyez dans des immeubles R+2, vous les voyez, vous pensez que, puisque vous êtes agent de l'État, si vous pensez que c'est les salaires de l'État qui font ça, vous pensez qu'on peut justifier ce genre de choses-là? C'est déjà ça le problème. Et le problème est global par rapport au vote de la plupart des lois que nous avons. Nous avons déjà la loi sur la lutte contre la corruption, mais observez vous-même si la corruption a diminué. C'est la même chose. Le problème est difficile et je pense que c'est un problème global au niveau de l'application de nos lois. Il faut revoir la façon dont nous allons pouvoir appliquer nos lois. C'est déjà une étape que de penser à légiférer dans tous les secteurs, de penser à avoir un arsenal juridique comme il a dit, parce qu'il y a un principe de la loi, il y a un principe du droit plutôt qui dit sans loi, il ne peut avoir de peine que de loi. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de loi sur l'infraction, vous ne pouvez pas punir quelqu'un pour l'infraction. Donc, c'est une bonne chose que d'avoir l'arsenal juridique. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'arsenal juridique? Je crois que la même question se pose aujourd'hui par rapport à cette nouvelle loi qui vient d'être votée. L'applicabilité plutôt de la loi me pose un problème. D'accord. Donc, justement, vous faites très bien d'embrayer sur cet aspect. Est-ce à dire que désormais, si on voit un fonctionnaire qui gagne à peine 150 000 francs le mois et qui arrive à construire un immeuble qui a une valeur de 50 millions, on peut déjà l'interpeller désormais? Cela s'entend, c'est normal. Mais il faut aussi préciser, ce n'est pas parce que nous avons parlé de l'applicabilité, c'est parce qu'on a parlé de l'applicabilité de la loi que j'ai donné l'exemple des fonctionnaires de l'État. Sinon, en réalité, le réel problème ne se pose pas vraiment au niveau des fonctionnaires de l'État, mais beaucoup plus au niveau de ceux qui se font appeler hommes d'affaires ou opérateurs économiques, puisque c'est eux qui amènent la grande masse d'argent qui est acquis illégalement et qui peut désaxer plus ou moins l'économie. Parce que le réel problème aussi, c'est que lorsque vous faites du blanchiment d'argent, ça peut poser des problèmes à l'économie, ça peut désorienter l'économie, ça peut amener l'inflation, ça peut couler les banques, il y a beaucoup de problèmes que ça peut amener. Et ceux qui impactent réellement l'économie en faisant du blanchiment d'argent, ce n'est pas les fonctionnaires de l'État, mais c'est ceux qui se font appeler opérateurs économiques ou parfois hommes d'affaires, parce que c'est eux qui amènent la grande masse. C'est des gens qui, par exemple, qui peuvent gagner des milliards dans l'illégalité, et c'est ça réellement qui bouge l'économie. Évidemment que ceux qui le font au niveau de la fonction publique ou les agents de l'État qui, à des moments donnés, arrivent à s'enrichir aussi, c'est de la corruption, ou par moment, on peut l'appeler aussi du blanchiment lorsque vous créez des écrans, vous créez des sociétés écrans. Des sociétés écrans. Ok. Vous savez, hein, il y a à peine cette loi a été votée que des journaux ont déjà commencé à faire leurs analyses. Et je voudrais rapporter ici rapidement une analyse qu'a faite le journal Le Matinal qui rapporte que c'est une loi pour traquer jusque dans le dernier retranchement les pilleurs de l'économie nationale et les mafieux, hein, justement. Est-ce qu'il ne faut pas craindre une chasse aux sorcières? C'est là où je voulais en venir. Et je voulais même nuancer un peu les propos de mon vis-à-vis. Quand il disait que rien ne changerait fondamentalement, on ne peut pas dire que ce sera tout à fait le cas. Tout au moins actuellement, il y a une politique pénale qui est assez forte, assez poussée, même s'il faut craindre une chasse à la sorcière. Il y en a qui avaient déjà pris certaines habitudes, qui croyaient que tout leur était permis, mais qui aujourd'hui craignent des représailles, qui craignent que quelque chose leur tombe dessus, qu'ils soient emprisonnés, qui répondent de certains actes. C'est déjà un début, même si la procédure pour moi manque beaucoup d'élégance, même s'il y a plein de vices, tout au moins c'est déjà un début, beaucoup de choses restent à faire. Les fonctionnaires même, quoi qu'on dise, de manière générale, le principe c'est quoi? Un fonctionnaire n'a pas vocation à être riche, à être bourgeois. On connaît tous les salaires au Bénin. Mais il y a certains corps quand même qui font brasser beaucoup d'argent. Vous voyez la douane, vous voyez le corps des magistrats, vous voyez ceux qui sont de l'administration financière. Vous voulez voir ériger des immeubles qui ont un train de vie, qui sont même au-delà, dans certains cas, de certains opérateurs économiques qu'on connaît bourgeois plus ou moins. Il faut aller vers ces gens-là pour savoir mais d'où est-ce qu'ils tirent autant de revenus, autant de sources de richesse. Évidemment, la loi dispose pour l'avenir. On ne va pas faire de la rétroaction. Mais à partir du moment où cette loi sera promulguée, il faudra faire attention, désormais, quand vous avez une certaine masse d'argent, faire attention à le justifier, tout au moins le camoufler. Sinon, si vous les exhibez un peu trop, et que certains yeux se posent sur vous, vous serez amené à répondre de ces actes-là. Maintenant, par rapport à la lutte contre les pilleurs de l'économie, il faut beaucoup nuancer. Les pilleurs de l'économie sont par catégorie. Et très souvent, ce sont des menus freutins, des gens qui causent très peu de dommages dans notre économie, c'est à ceux-là qu'on s'en prend. Mais les vrais pilleurs, les vrais bourgeois, ceux qui causent des dommages vraiment irréparables, irréversibles, ils sont peinards, ils ont fait même leur promotion. Donc,
Je ne partage pas entièrement cette analyse du journal Le Matinal, mais néanmoins, tout au moins sur papier, il faut se réjouir de cette avancée et espérer que l'application suffira sans état d'âme de manière objective, sans chasse à la sorcière. Mais là, ce n'est pas gagné. D'accord. Je suppose un immeuble que vous avez érigé il y a peut-être 20 ans en arrière. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, on peut vous interpeller et vous demander vos sources de financement. Est-ce qu'on peut arriver à établir aujourd'hui, comment dit-on, un lien entre la richesse que vous avez et justement les sources d'où proviennent l'argent qui a servi justement à réaliser cette œuvre? Vous avez intérêt à ne pas devenir amnésique après que vous devenez riche. Vous ne devez quand même pas oublier lorsque vous avez trouvé l'argent, lorsque vous avez construit une maison. Ce serait quand même fastidieux que de dire qu'on a oublié là où on a trouvé, parce que ça date de longtemps. Oui, mais si entre-temps vous avez égaré les factures ou bien vous avez eu à bénéficier d'une opportunité, vous n'avez plus les factures avec vous, comment pourrez-vous justifier? Est-ce qu'il faut établir? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à des postes de responsabilité, qui peut-être ont eu à faire une affaire comme ça leur a marché et n'ont plus gardé les documents avec eux. Comment pourront-ils justifier ce qu'ils ont? Il y a une expression espagnole qui dit la ley es dura pero es la ley. La loi est dure mais c'est la loi. C'est à partir du moment où la loi est votée, on ne peut pas aller voir si tel a oublié ou tel est devenu amnésique en temps où il y a un problème, il ne doit pas avoir ses factures. Vous pouvez prouver que, je suppose par exemple qu'il y a une inondation qui a emporté beaucoup de... Vous avez fait une déclaration à la police. Et après, lorsqu'on vient vous attaquer, vous dites oui, il y a eu une inondation, mes papiers sont partis, j'ai déposé, enfin, j'ai les preuves que j'ai eu ce problème-là en temps. Vous déposez les preuves. Je pense que, puisque la loi c'est pour les hommes, je pense qu'on pourra comprendre. Mais vous ne pouvez pas dire, parce que j'ai construit il y a longtemps, moi je ne savais pas qu'il y avait une telle loi, donc je n'ai pas gardé mes factures, mais non, la loi c'est la loi. Et donc, ce n'est pas un problème que de dire qu'on a construit. Évidemment, ce n'est pas parce que vous avez construit un immeuble et qu'on va commencer par se mettre à votre trousse, même si on a l'impression que vous n'avez pas les moyens de construire ce que vous avez, qu'on va se mettre à votre trousse. Et c'est ça ce que Moïse était en train de dire tout à l'heure. Il ne faudrait pas que nous tombions dans le piège de la chasse aux sorcières. Il ne faudrait pas que... Et ça, c'est le risque que nous avons. Et à sa décharge, je suis d'accord avec lui qu'on peut avoir un brin de changement, mais ce changement-là, c'est ce changement-là que nous pouvons avoir. Je ne suis pas pessimiste, je ne vois que quand vous lisez l'histoire de la lutte contre la corruption chez nous, enfin, l'histoire récente de la lutte contre la corruption chez nous, vous constatez quand même que ce n'est pas forcément les grands pilleurs, ce n'est pas forcément pour régler un problème de corruption qu'on essaie de toucher certaines personnes, mais c'est pour régler des comptes, c'est pour régler des comptes politiques, c'est pour dans des cas de règlement de comptes qu'on essaie de faire ce genre de choses. Donc, à sa décharge, je dis oui, il peut y avoir des choses, mais on n'est pas sûr que ça va dans le bon sens. Il a aussi dit que c'est pour répondre à une exigence de l'UEMOA que cette loi a été votée. Et vous savez, il y a des opérateurs économiques qui ont des sociétés dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'on peut aller interpeller et questionner les sources de l'installation de ces sociétés dans les autres pays. Vous pensez que les autres pays où ces sociétés ont permis de créer des emplois pour aider l'État à résorber le chômage peuvent aussi accompagner cette volonté d'un autre État qui voudrait avoir des informations sur les biens d'un compatriote? Donc, je ne suis pas sûr que ça se fasse de manière automatique. L'UEMOA, c'est une institution, c'est un espace communautaire. Ça n'a pas vocation à entamer la souveraineté des États qui la composent. Je prends l'exemple de la Cour des comptes. Presque tous les pays de l'UEMOA en disposent, sauf le Bénin. Mais jusqu'ici, aucune sanction n'est appliquée au Bénin. Et l'UEMOA n'a pas vocation à appliquer des sanctions à un État qui refuse de s'allier derrière les traités autres. Donc je ne suis pas sûr que cet argument-là tienne, même si sur papier, là, une certaine valeur ne tient pas. Mais je disais tantôt que la loi dispose pour l'avenir. Si par le passé, vous avez à faire des activités de blanchiment, personne ne peut revenir là-dessus aujourd'hui pour vous dire comment est-ce que vous avez fait ci et ça. Parce qu'en ce temps-là, la loi n'existait pas. Donc la loi n'est pas rétroactive. Même si c'était une activité illicite, reconnue de tous, du moment où il n'y a pas une sanction légale prévue à cet effet, on ne peut pas vous en vouloir. Sauf si des contrôles aujourd'hui vont dans le passé vous mettre en porte-à-faux avec l'administration par rapport à certains types de fraudes. Là, c'est notre paire de manches. Mais un fonctionnaire aujourd'hui, même assermenté, ne peut pas débarquer chez vous, voir votre maison, votre niveau de revenus et vous poser des questions sur ça. Si auparavant, il n'y a pas des enquêtes qui révèlent que ces sources de financement-là proviennent d'une activité illicite qui était réprimée en ce temps-là. Donc ceux qui ont déjà fait ce genre d'activité doivent se tenir sur leur garde maintenant. Mais on ne peut pas revenir sur le passé de manière automatique pour commencer par faire la chasse aux sorciers. C'est dès maintenant, si tant est que la volonté politique est poussée,
Si l'adhésion des acteurs est manifeste, c'est dès maintenant qu'il faut commencer par agir. Et cela commence beaucoup plus par les banques, ce n'est même pas par l'administration. Oui. Parce que c'est là où sont domiciliés les fonds. Oui. Très peu de Béninois gardent de fortes sommes d'argent chez eux. Oui. Qu'ils ne veulent pas, ils sont obligés d'aller vers justement, mais c'est là où le problème se pose. Aujourd'hui, les banques sont associées et il y a même l'article 32 qui prescrit un examen particulier lorsque vous faites une opération supérieure ou égale à 50 millions ou lorsque vous recevez ou vous faites une opération inhabituelle supérieur ou égal à 10 millions. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle disposition, les Béninois seront réticents à aller déposer leurs sous en banque? Les enquêtes sur les opérations inhabituelles existaient toujours, à mon avis, même à l'absence de la loi sur le blanchiment d'argent. Déjà, quand vous faites des opérations, parfois on se trompe, on se dit que je peux déposer de l'argent dans plusieurs banques, le problème ne se pose pas. Mais dès que vous déposez de l'argent dans plusieurs banques et ça fait une forte somme, la BCEAO peut interpeller les banques, ou la BCEAO peut demander aux banques de vous interpeller, ou la BCEAO peut vous interpeller. Et donc, cette pratique-là existait toujours. Et même lorsqu'il y a de fortes sommes, la banque vous interpelle toujours, ou la banque interpelle toujours celui avec qui vous faites des affaires. Enfin, à moins que la banque ait les preuves que c'est dans une affaire... Mais cette fois-ci, ce sera plus systématique, parce qu'il est dit qu'il y aura un rapport confidentiel écrit et qui sera adressé certainement aux autorités compétentes. Non, ce n'est pas seulement que ce sera spontané, mais c'est juste que vous serez... Il y a une loi qui existe maintenant qui vous punit systématiquement. Avant, on peut trouver des labyrinthes, on peut trouver des raccourcis, les lois sur la lutte contre la corruption. Avant aussi, ça n'existait pas. On peut trouver des raccourcis pour parler d'associations de malfaiteurs, de fraude fiscale. Enfin, il y a plein de raccourcis qu'on peut trouver. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de trouver de raccourcis. Et je voudrais dire que ce que Moïse était en train de dire par rapport à la loi qui n'est pas rétroactive, elle est totalement vraie. Mais l'autre chose, c'est que lorsque vous êtes arrivé à matérialiser le blanchiment d'argent, le matériel restant, pendant que la loi existe maintenant, on peut chercher à fouiller. C'est ça. Je pense. D'accord. En tout cas, les juristes vont davantage nous éclairer parce que c'est un boulevard qui est ouvert à tout débat et les jours à venir nous réservent beaucoup, c'est justement ça, d'encre de salive. C'est le boulevard dont vous parlez là. Le problème de l'applicabilité de la loi, lorsque vous êtes, lorsque vous êtes un homme politique, par exemple, vous avez fait du blanchiment avant, vous avez plusieurs immeubles. On peut partir du fait que vous n'avez pas les moyens d'entretenir ces maisons. Parce qu'il faut payer des impôts. Évidemment. Merci à vous, Ahmed de Sougago. Cela tient lieu de votre mot de fin. Moïse de Soumon, que faut-il faire très rapidement? De cette loi dépend beaucoup plus des banques. N'oubliez pas que la cybercriminalité était punie avant. Les gens percevaient de fortes sommes par ces circulations, par les banques, par les agences de transfert d'argent. Mais aujourd'hui, ça continue toujours. Oui. Ça continue, mais personne ne se pose des questions sur ça. Donc si les banques ne veulent pas accompagner, la loi aura beau être là, le gouvernement va beau avoir la volonté, rien ne se passera de manière substantielle. Très bien. Merci à vous, Moïse de Soumon, d'être passé dans cette émission. Merci à vous aussi, Ahmed de Sougago. Nous enchaînons tout de suite avec le dossier de la semaine et nous parlons grossesse en milieu scolaire. La recrudescence de grossesse en milieu scolaire est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis quelques années au Bénin. Le ministre de l'Enseignement secondaire a tapé du poing sur la table. Il faut que cela cesse. Les enseignants auteurs encourent même des sanctions qui peuvent aller à la radiation. En tout cas, est-ce que c'est la solution? Nous allons recevoir un spécialiste avec qui nous allons décrypter cette actualité. C'est le dossier de la semaine, mais avant, je vous invite à suivre le constat réalisé par Océane Amoussou sur les grossesses en milieu scolaire. 2763 cas de grossesse enregistrés au cours de l'année scolaire 2016-2017. Des chiffres alarmants publiés par le ministère des Enseignements secondaires et techniques, mais qui s'expliquent pour plusieurs raisons. Les parents sont presque irresponsables aujourd'hui parce qu'ils ont démissionné. Ils ne suivent même pas leurs enfants et par conséquent, les enfants déambulent, quand ils quittent l'établissement pour la maison, c'est autre chose et ils se livrent. Le dialogue entre les parents et les enfants.
le dialogue entre la jeune fille et ses parents. À un certain niveau, on se dit que ma fille, elle est toujours petite, je ne peux pas tenir un certain langage avec lui, le sexe est tabou, donc il y a des choses que je ne dois pas dire avec elle. On laisse la maison parce qu'on est occupé, très occupé par nos travail, on quitte tôt, on rentre tard, on n'a pas ce temps de discuter vraiment avec la fille. Pendant ce temps, il y a des choses qui se passent au-dedans d'elle, elle a des questions qu'elle voudrait bien poser à sa maman ou à son papa, mais elle n'arrive pas à le poser parce qu'on ne lui consacre pas ce temps-là. Ce qui fait que l'enfant quitte la maison pour aller chercher ses réponses ailleurs. Le parent qui n'a pas de moyens, il n'est pas absent. Il est à la maison, il donne l'éducation qu'il peut à sa fille. Mais la fille ayant des besoins que le parent ne peut pas subvenir, auxquels le parent ne peut pas subvenir, est obligé d'aller dehors. Le garçon qui lui donne 500 francs ou 1000 francs dehors, donc en échange, il demande le cesse et elle ne peut pas. Donc la conséquence, la grossesse survient. L'éducation sexuelle d'un enfant, une responsabilité partagée entre le cercle familial et les acteurs de la société. L'éducation des parents à elle seule ne suffit pas, d'autant plus que la rue éduque, l'école éduque, les amis éduquent. Donc la responsabilité de l'école y est pour beaucoup. L'enfant passe plus de temps à l'école. L'enfant est plus en contact des enseignants, de ces éducateurs-là. Donc ça doit aussi venir d'eux. Il y a des mœurs, des bonnes valeurs qu'on doit déjà commencer à inculquer à l'enfant à l'école. Et je dis une chose, les éducateurs aujourd'hui qui se transforment en bourreaux, qui détournent les enfants et qui en font autre chose, ce n'est pas bien. Je vais le souligner parce qu'on a fait face à certains cas où des élèves collégiennes se sont retrouvées enceintes de professeurs. C'est des cas à dénoncer. Farouchement, je suis farouchement contre. L'éducateur, l'enseignant est un éducateur. Il ne peut pas se retrouver en train d'engrosser une fille. Qu'est-ce qu'on veut apprendre aux enfants dans ce cas-là? Lorsque vous êtes enseignant, éducateur, vous ne devez pas aller sur ce terrain. D'ailleurs, la loi est sévère. Les grossesses en milieu scolaire continuent de faire parler d'elles. Et face au phénomène qui freine l'avenir de bien des filles, il s'avère désormais primordial que les parents puissent discuter de la sexualité avec leur progéniture. Une sensibilisation réfléchie, efficace et honnête est donc indispensable. Oui, vous avez identifié la voix de Heureuse Danondé sur ce reportage réalisé par Océane Amoussou. Et les chiffres sont assez alarmants. En tout cas, nous allons sortir d'autres chiffres encore sur ce plateau. On nous parle déjà de 2763 cas de grossesse entre 2016 et 2017. En tout cas, notre sociologue de développement est sur ce plateau. Darius Vegba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez participé à plusieurs séances, à plusieurs colloques sur cette thématique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ulvaeus Balogun, bonjour. Bonjour, Aurélien. Nous parlons grossesse en milieu scolaire. Tout à fait, tout à fait. C'est un sujet d'actualité. Les ventres de nos jeunes filles se ballonnent de plus en plus en milieu scolaire. Et vous l'avez si bien dit tout à l'heure, pour le compte de l'année 2016-2017, on a eu 2763 cas de grossesse. C'est assez inquiétant. C'est inquiétant. Et déjà, pour le compte de cette année 2017-2018, les CIO sont au rouge avec déjà 1844 cas de grossesse dans 9 départements. Dis donc. Donc, vous imaginez. Alors, pour beaucoup, cela résulte du fait de l'incapacité des jeunes à contrôler leur sexualité. Alors, dites-nous, monsieur, c'est vrai ça? Oui, tout à fait vrai. D'abord, on a souri un peu face à la situation, mais il faut reconnaître que c'est une situation très inquiétante parce que ça hypothèque l'avenir de toute une jeunesse, au fait. Une fille qui sort du système scolaire, c'est toute une génération qui est ainsi touchée. Donc, c'est un problème d'enjeu majeur pour le développement de notre pays. Vous disiez tantôt que, enfin, vous vouliez savoir si... la sexualité... C'est la non-maîtrise de leur libido. Voilà. Oui, ça part de là et ça s'entend. Les enfants à cet âge n'ont pas encore, les jeunes enfants
n'ont pas la capacité à maîtriser leur sexualité d'eux-mêmes. Ça s'entend au regard de leur âge. C'est pour cela que le cercle familial est interpellé. J'ai entendu dans le reportage tout à l'heure, on met l'accent sur l'école, sur certains cercles. Oui, c'est vrai, tous les cercles, il y a beaucoup de cercles qui sont nécessaires pour encadrer, mais le premier cercle, c'est le cercle familial. Ce sont les parents. J'approuve bien l'interviewé qui a dit tout à l'heure que les parents ont démissionné. Oui, on sent une certaine démission au niveau des parents. Bon, par un moment, on peut dire qu'ils sont excusables du fait des contraintes professionnelles et autres, mais ça ne s'explique pas. Les parents doivent reprendre la main pour le... Mais est-ce que c'est seulement les parents? L'éducation d'un enfant ne s'assure pas que par les parents. Oui, je dis qu'il y a plusieurs cercles. Oui, donc, le premier cercle sur lequel moi je mets le doigt, c'est fondamental. C'est fondamental. Oui. Bien sûr, après cela, il y a l'école. Il y a l'école aussi où il y a des vices qui se développent au niveau des enfants et aussi au niveau du corps enseignant. Oui. Et puis là aussi, on a... C'est là le paradoxe. C'est là le paradoxe. C'est plusieurs problèmes à la fois à ce niveau-là, parce que déjà, qu'est-ce qu'on appelle, je m'excuse, qu'est-ce qu'on appelle enseignant en réalité, et quels sont les enseignants que nous avons aujourd'hui? J'ai du respect beaucoup pour les enseignants, pour le conseil, qui font beaucoup pour l'éducation des enfants, mais en même temps, comme on le sait, dans toutes les corporations, il y a les brebis galeuses. Donc il y a beaucoup de brebis galeuses dans la corporation des enseignants aujourd'hui, et les mesures qui sont prises pour sanctionner les enseignants auteurs de grossesse, c'est pas trop, même s'il y a mieux à faire, parce que radier l'auteur ne suffit pas. Il faut aussi l'amener à prendre la responsabilité. Qu'il soit radié ou pas, il doit continuer à entretenir la grossesse. Oui, justement, par rapport à ça, vous permettez, par rapport à la radiation, vous savez, c'est vrai, si l'enseignant reconnaît qu'il est auteur, c'est pas que je décourage fermement le fait qu'un enseignant engrosse son élève, mais si on le radie, avec quoi il va nourrir, il va supporter la grossesse, s'occuper de l'enfant qui va naître, de sa maman, etc. Bon, je ne veux pas trop commenter la décision ministérielle parce que c'est déjà prêt, c'est une décision qui est déjà prise. Ce qui est là, c'est comment on implémente. Comment on implémente. C'est une mesure dissuasive. C'est comme ça, il faut prendre ça d'abord. Parce que ce qui se passe, c'est que généralement, les auteurs ne sont pas sanctionnés. Qu'ils soient enseignants, qu'ils soient de la communauté. Parce qu'il faut le reconnaître aussi, ce n'est pas que les enseignants. D'ailleurs, les statistiques, si on sort les statistiques nationales, les auteurs, la majorité des auteurs ne se retrouvent pas au niveau des enseignants. Non, il y a également les élèves, et il y a même... Il y a les élèves, il y a la communauté. Une liste qui a circulé au cours de la semaine sur les réseaux sociaux, où on a vu même des élèves en classe de 5e qui ont engrossé. Exactement. Donc, mettre le focus sur rien que les enseignants ne serait pas juste. Il faut regarder le problème dans sa globalité. Donc il y a les enseignants, certes, il y a aussi les élèves, il y a aussi la communauté. Donc si les enseignants, la mesure de radiation, il faut la comprendre comme une épée qu'on lève vers la fin pour dire bon, ça suffit. Ça suffit. Mais évidemment, on doit trouver aussi les moyens pour encadrer, parce que radier l'enseignant, il faut bien que la grossesse se poursuive, il faut bien qu'elle soit suivie, il faut bien qu'il y ait une prise en charge. Or, s'il n'y a pas de prise en charge, ça veut dire que la fille est exposée et puis le fœtus aussi est exposé. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais revenir un peu en arrière. Vous dites tantôt qu'il faut prendre le problème dans sa globalité. Alors, nous savons que nous sommes dans une société où la sexualité est assez précoce quand même. Parce que selon des chiffres du ministère, quand même, déjà à l'âge de 15 ans, près de 13% des filles ont commencé déjà l'activité sexuelle. Est-ce que ce n'est pas la société qui fait que nous autres, on est très portés à aller vite à la sexualité? Oui, c'est une grande responsabilité de la société et puis de la culture, de certaines cultures. Je ne trahis pas de ce cas en disant que dans certains milieux, les parents préfèrent envoyer très tôt les enfants au mariage. Donc il y a le mariage précoce, qui culturellement, le mariage précoce, je vous l'ai dit, culturellement est une mesure pour prévenir les grossesses précoces. Parce que dans certains milieux, un enfant qui tombe enceinte pendant qu'il est encore sous le toit familial, c'est une honte, c'est inadmissible. Et donc,
la solution qui était trouvée par rapport à cela, c'est d'envoyer l'enfant au mariage. Donc il y a cette tendance aussi qui est une prédisposition qui facilite, qui encourage malheureusement à l'entrée en sexualité précoce. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent à ce que les parents évitent d'envoyer les enfants en mariage, au mariage Alors, précoce. le diagnostic ainsi fait, que pourrait-on faire pour éviter que le mal ne continue? La première des choses, c'est le dialogue. C'est le dialogue avec les enfants. Il faut que les parents commencent déjà par parler avec les enfants, leur offrir un cadre de confiance, parce que c'est le manque de confiance entre l'enfant et le parent, entre les enfants et les parents, qui les amène à écouter leurs amis à l'école ou à faire comme les autres amis font à l'école. Donc c'est le resserrement du dialogue, de la confiance entre les enfants et les parents et l'instauration du dialogue parent-enfant. On pense que le sexe est un sujet tabou alors que la télévision est là, l'Internet est là, les enfants voient tout. Il faut que les parents brisent cette barrière pour établir le dialogue avec leurs enfants. Absolument. Et percer le mystère. Il faut percer le mystère, il faut que les parents prennent leurs responsabilités, discutent avec les enfants. Évidemment, on accuse aussi beaucoup les parents. Il ne faut pas oublier que nous avons été tous éduqués dans cet environnement de sexe tabou. Donc, les parents d'aujourd'hui ont évolué dans ça. Donc, n'ont pas aussi l'aptitude à encadrer les enfants. C'est difficilement, vous et nous, d'aborder le sujet avec nos enfants, filles et autres. Donc, les parents aussi ont besoin d'être formés. Les parents aussi D'où ont besoin l'intérêt aussi des programmes d'études sur la sexualité. Absolument. D'où l'intérêt des programmes. Il y a actuellement des ONG soutenues par des partenaires qui sont en train de travailler à introduire des programmes de formation sur l'éducation sexuelle dans le milieu scolaire. Ça, c'est à encourager. Ça n'existait pas parce que par le passé, c'est les cours, c'est la science, les mathématiques et autres qui sont enseignés. On n'enseigne pas le comportement à avoir vis-à-vis du sexe à l'école. Maintenant, il y a des cursus qui sont en train... L'expérimentation est en cours et ça, c'est à saluer et à promouvoir au niveau des écoles. Et sur le plan juridique, c'est vrai que nous avons le code de l'enfant quand même qui punit un peu, mais beaucoup plus, de façon plus contraignante. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des lois qui sanctionnent les auteurs de grossesse de façon précise? Oui, tout à fait. Il y a les lois qui existent. Il y a des lois qui existent, pas les références là, mais il y a des lois qui existent qui sanctionnent les auteurs de grossesse. Parce que l'enfant, il faut dire, la fille ne devrait pas avoir une grossesse avant l'âge majeur. Donc ça, c'est puni. Ceux qui sont auteurs de grossesse avant l'âge majeur, sur mineur, voilà, les auteurs de grossesse sur mineur sont punis par la loi. Parce que ce n'est qu'après l'âge majeur que la fille elle-même peut se désister, peut être consentante dans une relation qui peut amener à la grossesse. Vous faites très bien de le dire. Dans la liste qui a circulé sur les réseaux sociaux, on a constaté qu'il y a des filles qui ont 20 ans. 20 ans, c'est déjà l'âge majeur et qui sont tombées enceintes. Pourtant, leur nom figure parmi ceux-là. Est-ce que, avec l'auteur, est-ce que là, l'auteur de la publication de cette liste n'encourt aussi pas des risques devant les tribunaux? C'est ce que je voulais signaler. On ne doit pas verser dans la stigmatisation à outrance des enfants, aussi bien même des auteurs, parce qu'ils sont protégés par la loi. Ce n'est que la justice qui peut dire telle personne est coupable de tel fait et puis sanctionner. Donc, ceux qui publient les listes des enfants sur les réseaux sociaux, c'est pas bien et c'est pas normal. Ça peut être puni. Un enfant qui voit son nom sur les réseaux sociaux comme ça peut chercher, peut porter plainte. Tout à fait. Les parents aussi peuvent porter plainte. Donc c'est pas normal qu'on publie. Et ça hypothèque aussi l'avenir. C'est qu'on en rajoute au problème que l'enfant supporte. Déjà, elle a une grossesse qu'elle trimballe, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Et là, on l'expose à une stigmatisation, on expose sa famille à une stigmatisation. Voilà de telle famille elle vient et c'est pas bien pour ces enfants-là. Donc, c'est des comportements à vraiment décourager. Alors, la stigmatisation, mais il y a un autre aspect qu'on semble oublier aussi, c'est la réinsertion de ces femmes, ou plutôt de ces filles tombées enceintes en plein cursus scolaire. Après avoir accouché, leur réinsertion devient un problème. Oui, évidemment. D'abord, donc les grossesses scolaires, les grossesses en milieu scolaire sont un facteur de déscolarisation majeur. Ça contribue à réduire. Or, on travaille aujourd'hui à promouvoir la scolarisation des enfants et des filles surtout parce que le décalage est trop grand entre ce qu'on observe en ressources humaines dans les différents corps de métier. Et on essaye à promouvoir la scolarisation des filles, alors que les grossesses viennent empiéter encore sur...
Ce qui fait qu'il y a du travail qui doit se faire par rapport à la réinsertion des filles qui tombent enceintes. C'est justement pourquoi il faut éviter la stigmatisation. Parce que si on montre l'enfant comme un pervers, comme un renégat de la société, pour la réintégrer plus tard, ça va être difficile. Donc, il est question d'encadrer ceux qui sont déjà victimes, celles qui sont victimes aujourd'hui. On a besoin de les encadrer. Et une fois la grossesse terminée, une fois l'accouchement arrivé, on peut les réinsérer. Si elle est toujours apte pour l'école, elle continue. Tout à fait. Par rapport à son âge, elle peut continuer. Merci beaucoup, M. Vegba. Avant de vous retourner la parole, Roch Rolien, je tiens à préciser que Human Rights Watch a sorti un rapport jeudi dernier pour dire que l'Afrique a l'un des taux de grossesse les plus élevés au monde chez les adolescentes. Donc, ce n'est pas seulement qu'au Bénin. Tout à fait. Ça veut dire que le problème est d'ordre général et il ne faut pas seulement travailler sur les jeunes filles, il faut aussi travailler sur ces jeunes hommes qui sont auteurs de grossesse. Et les parents aussi. Oui, tout à fait. Merci à vous, Darius Vegba, d'être passé. Merci également à vous, Ulvaeus Balogun, de m'avoir accompagné. Mesdames et messieurs, Week-Echo pour ce jour est terminé. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de préparation et de réalisation vous souhaite un très bon dimanche. Prenez le prochain rendez-vous dimanche prochain à partir de 11h. Vous pourrez également suivre cette émission sur le www.ortb.bj. Tapez seulement Week-Echo et puis vous avez l'émission. Merci à vous. Sachez que chaque jour est une opportunité et que vous devez saisir la vôtre dès maintenant. Au revoir et à bientôt.